Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'objectif de ces vidéos ce soir, c'est de vous remettre à niveau et d'essayer de faire en sorte que le travail de révision soit efficace. Je vais donc essayer sur des plages de 4 à 5 minutes de vous présenter chacun des exercices afin que vous en compreniez l'essence. Évidemment, ça ne remplacera pas le travail que vous devez effectuer sur quelques exercices pour vous entraîner à faire tourner les méthodes. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de rentrer dans l'énoncé, comprendre ce qui est attendu et quels sont les ressorts pour chacun de ces exercices. J'espère ainsi vous aider et que vous allez progresser assez rapidement pour remettre à niveau et aller chercher les euros dès la semaine prochaine. À très bientôt. Dans ce premier exercice, on considère une matrice grand A et l'objectif de l'exercice, c'est d'utiliser les résultats du chapitre sur la réduction pour obtenir le polynôme caractéristique. La matrice grand A est ainsi définie. Elle est constituée d'une matrice de coefficients diagonaux nuls et de coefficients 1 partout ailleurs. Dans un premier temps, et pour la première question, on nous demande de considérer aussi la matrice grand J constituée que de 1, c'est-à-dire des 1 sur la diagonale, des 1 sur chacune de ces colonnes. On nous demande de calculer alors J au carré. Un simple calcul, en faisant attention aux produits matriciels et en faisant des produits ligne-colonne, nous permet de montrer directement que l'on a J au carré, qui est égal à la matrice constituée entièrement de coefficients égaux à n, qui est égal encore à n fois J. Autrement dit, J carré est égal à NJ. Dans un deuxième temps, on nous demande alors de justifier de deux façons que la matrice grand A est diagonalisable. Il est évident que la matrice grand A est diagonalisable. Pourquoi? Si vous regardez l'allure de la matrice grand A, elle est clairement symétrique à coefficient réel. Autrement dit, une première façon de justifier rapidement, A étant une matrice symétrique à coefficient réel, symétrique réel, d'après le théorème spectral, elle est ortho-diagonalisable. Autrement dit, elle est diagonalisable en base orthonormée. Une deuxième façon de faire, c'est d'utiliser la première question. Dans cette première question, je vous rappelle qu'on a obtenu une relation polynomiale en grand J. Or, si on considère la matrice grand J et la matrice grand A en parallèle, eh bien on s'aperçoit que A n'est rien d'autre que la matrice J à laquelle on a ôté la diagonale constituée que de 1. Autrement dit, A est égal à J moins I. Et ainsi, si on injecte dans l'expression polynomiale ici, J carré égale à NJ devient alors A plus I le tout au carré est égal à n facteur de A plus I. Autrement dit, en posant le polynôme P de x est égal à x plus 1 au carré moins n facteur de x plus 1, on obtient ici, en factorisant, une expression polynomiale scindée à racine simple. Autrement dit, on obtient x plus 1 facteur de x plus 1 moins n. Le polynôme P étant un polynôme annulateur à la matrice grand A, parce que P de A est égal à 0, eh bien ce polynôme étant scindé à racine simple, on en déduit d'après une condition nécessaire et suffisante de réduction que la matrice grand A est diagonalisable. Autrement dit, deux façons de justifier que A est diagonalisable. Dernière chose, on me demande également dans cette deuxième question de préciser le spectre de grand A. Eh bien je vous rappelle que si P est un polynôme scindé à racine simple annulateur de grand A, eh bien on peut en déduire que A est diagonalisable, certes, mais que le spectre également, de plus, le spectre de A est entièrement inclus dans les racines de ce polynôme P. Or, ce polynôme a deux racines, ici moins 1 dans 2 multiplié 1, et également n moins 1. Ce qui veut dire que le spectre, qui est non vide puisque A est diagonalisable, est soit égaux ou réduit au singleton moins 1, soit réduit au singleton n-1, soit égal à l'ensemble moins 1, n-1. Or, A étant diagonalisable, si on raisonne par disjonction des cas, si le spectre était réduit à une seule valeur propre, ça veut dire que la matrice grand A elle-même serait semblable à une matrice diagonale avec pour seule valeur propre la valeur retenue. Autrement dit, on dit que A serait semblable à une matrice scalaire de la forme lambda fois l'identité. Or, rappelez-vous, être semblable à une matrice scalaire, c'est être égal à une matrice scalaire. Si on reprend la matrice initiale grand A, on n'est pas de la forme lambda fois l'identité. Autrement dit, le spectre étant non vide, il ne peut pas être réduit au seul singleton moins 1 ni au seul singleton n-1. Ça veut dire que nécessairement, par disjonction des cas, le spectre est égal à moins 1, n-1. On peut alors en déduire la dernière question, puisque si vous avez le spectre, eh bien on peut en déduire que le polynôme caractéristique, question petit 3, est nécessairement de la forme suivante, à savoir que qui a de lambda est égal à lambda moins la première valeur propre, lambda plus 1, facteur de lambda moins n moins 1,
affecté ici de valuation, c'est-à-dire de puissance, c'est-à-dire l'ordre de multiplicité pour la valeur propre moins 1 que je vais noter alpha, et l'ordre pour n-1 que je vais noter bêta. Seulement pour identifier ce polynôme caractéristique donné par le produit de ces deux facteurs, eh bien, il convient de déterminer alpha et bêta. Pour le polynôme caractéristique, je vous rappelle que par définition, on a montré que c'était toujours un polynôme de degré n. Autrement dit, l'expression du polynôme caractéristique n'est rien d'autre que lambda plus 1 puissance alpha, lambda moins n-1 puissance bêta, avec une première contrainte sur alpha et bêta, que la somme des deux valuations, c'est leur nom, eh bien, recouvre le degré du polynôme, c'est-à-dire petit n. Pour terminer, reste à identifier une dernière relation entre alpha et bêta. Eh bien, lorsqu'on a une matrice diagonalisable ou même trigonalisable, vous êtes capable normalement de relier les valeurs propres de la matrice à la trace de cette matrice. Autrement dit, je vous rappelle également que si on considère la trace de A qui est égale à 0 ici dans l'exercice, ça équivaut à dire que moins 1, la valeur propre comptée avec son ordre de multiplicité, c'est-à-dire alpha fois moins 1, plus bêta fois n-1 doit être égal à 0. Autrement dit, pour obtenir cette deuxième relation en alpha-bêta, on va invoquer une propriété sur la trace qui est un invariant de similitude, à savoir que la trace de A est également nulle, mais c'est également la somme des valeurs propres comptées avec la multiplicité. Ce qui signifie qu'on obtient un système de deux équations, deux inconnues. Si vous combinez les deux lignes, par exemple L1 plus L2, les valeurs de alpha vont s'annuler. On va obtenir directement n fois bêta égale à petit n, autrement dit bêta égale 1. Par complément à n, on obtient que alpha est égal à n-1. Autrement dit, on obtient ici l'expression du polynôme caractéristique pour la matrice grand A. Évidemment, on aurait peut-être pu calculer brutalement le polynôme caractéristique à partir de la matrice donnée, mais ce n'était pas l'objet de cet exercice. Il s'agit encore d'un exercice de réduction. On nous donne une matrice grand A, on doit justifier de sa diagonalisabilité. Évidemment, l'exercice est un peu bête, puisqu'encore une fois, la matrice est symétrique à coefficient réel. Si A est dans Sn de R, d'après le théorème spectral, elle est bien orthodiagonalisable. Seulement, l'exercice nous demande de traiter les questions différemment pour justifier la diagonalisabilité de la matrice grand A. La matrice grand A ici est définie comme la matrice constituée d'une colonne de 1, d'une première ligne de 1 et de la matrice de coefficients diagonaux égaux à 1 et des zéros partout ailleurs. Dans un premier temps, on nous demande de justifier que 1 est valeur propre et de déterminer le sous-espace propre associé. Alors évidemment, plusieurs façons de traiter la question, et certains d'entre vous voudraient peut-être encore aller calculer de front le polynôme caractéristique. Ici, il n'en est rien, on va chercher à justifier que 1 est valeur propre, simplement en exhibant le sous-espace propre. Ça tombe bien, c'est demandé dans la première question. Autrement dit, si on considère x un vecteur colonne de Mn1 de R, alors AX est égal à x, autrement dit x est vecteur propre associé à la valeur propre 1, si et seulement si on obtient un système suivant, c'est-à-dire qu'en notant grand X, le vecteur colonne des composantes x1 jusqu'à xn, on obtient x1 plus x2 plus xn est égal à x1. Deuxième ligne, vous avez 1, 1 et des zéros partout ailleurs, x1 plus x2 est égal à 0. On va répéter cette action-là, c'est-à-dire qu'on va avoir pour la troisième ligne, on va avoir 1, 0, 1, des zéros partout ailleurs, c'est-à-dire x1 plus x3 est égal à 0. Autrement dit, pour tout i, vous allez avoir du x1 plus xi est égal, non pas à 0, je me suis trompé ici, attention. On a le vecteur colonne ici, x2, donc troisième ligne, je vais l'écrire pour que vous puissiez comprendre explicitement. Et jusqu'à obtenir la dernière ligne, x1 plus xn qui n'est pas égal à 0, je me suis trompé, qui est égal au vecteur colonne ici. Et donc, sur la composante, on obtient x1 plus xn égale à xn. Autrement dit, si je réécris les choses proprement, on obtient ici la somme des composantes x1 plus xn est égal à x1, autrement dit, la somme des xi pour i allant de 2 à n est égale à 0. Et d'autre part ici, tous les xj pour j allant de 2 à n se simplifient de part et d'autre, et on obtient simplement x1 est égal à 0. Ce qui veut dire que finalement, un vecteur colonne est dans le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, si et seulement si il s'écrit de la manière suivante, donc si et seulement si x va pouvoir s'écrire de la façon suivante, 0 sur la première composante, et ici, par exemple, on peut, c'est un choix, d'écrire xn en fonction des autres composantes. C'est-à-dire qu'on peut écrire x2, x3 jusqu'à xn-1, et la dernière composante xn, l'écrire comme moins x2, moins x3, jusqu'à moins xn-1. Pourquoi faire cela? Ça veut dire que finalement, x va être vu comme une combinaison linéaire de vecteurs sous la forme
x2 facteur d'un vecteur colonne, plus x3 facteur d'un vecteur colonne. Ce qui me permet de dire, en allant plus vite, que finalement, si ici les xi sont des scalaires réels, que le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, eh bien, n'est rien d'autre que le sous-espace engendré par des vecteurs de la forme suivante, c'est-à-dire 0 sur la première composante. Si vous factorisez par x2, vous allez avoir un 1 et un moins 1 sur la dernière composante, c'est-à-dire qu'on va avoir un 1 ici et un moins 1 sur la dernière composante, des 0 partout ailleurs. Ensuite, on va avoir le vecteur 0, 0, 1 quand je factorise par x3 avec des 0 partout et un moins 1 sur la dernière composante et ainsi de suite. Pour le réécrire autrement dit, E1 est vu comme le sous-espace engendré par les vecteurs de la forme. Je vais prendre EI, le ième vecteur de la base canonique de R puissance n, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de la forme EI plus le vecteur colonne constitué que de moins 1 sur la dernière composante pour avoir des moins 1 partout. C'est la famille de ces vecteurs-là avec I qui parcourt les entiers de jusqu'à n-1. Pourquoi? Puisque le dernier vecteur qui va m'intéresser, c'est le vecteur, quand je factorise par xn-1, le vecteur colonne constitué de 0, puis 1 et moins 1 sur la dernière composante. Autrement dit, j'obtiens ici un sous-espace de dimension n-2, les vecteurs ici étant indépendants. Ça veut dire que 1 est donc valeur propre, puisque le sous-espace propre associé n'est pas réduit au vecteur nul, et que 1 est engendré par cette famille de vecteurs indépendants, donc de dimension ici n-2. Dans un deuxième temps, je vous rappelle que si E1 de dimension n-2, sans savoir qu'elle est diagonalisable, la multiplicité de 1 comme valeur propre, donc la multiplicité de 1 comme racine dans le polynôme caractéristique, si j'annote m indice 1, est supérieure ou égale à la dimension du sous-espace propre. Donc si on est naïf et qu'on ne sait pas qu'elle est diagonalisable, eh bien à ce stade, m1 est supérieur ou égal à n-2. Ce qui veut dire que vraisemblablement, si je dois identifier des valeurs propres, il va m'en rester 2 à déterminer, qu'on peut noter lambda et mu, mais lambda et mu peuvent prendre encore la valeur 1 si je les traite comme des racines dans le polynôme caractéristique. Selon nous, on sait qu'elle est diagonalisable, donc d'après une condition de diagonalisation, nécessairement ici, la dimension du sous-espace va coller à la multiplicité de la valeur propre. Ça veut dire que la dimension de 1 est égale à n-2, et A étant diagonalisable, et nécessairement, on a aussi la multiplicité de la valeur propre 1. Donc faisons les naïfs et considérons alors lambda et mu les autres valeurs propres éventuelles. Et dans un premier temps, pour déterminer lambda et mu, on me demande d'aller chercher la trace et le déterminant. Encore une fois, c'est pour utiliser la relation entre les valeurs propres, trace et déterminant. Si je veux déterminer la trace de A, c'est immédiat, puisque A est donné comme une matrice avec des coefficients diagonaux égaux à 1, on obtient directement que trace de A est égale à n. En ce qui concerne le déterminant de A, c'est un peu plus difficile, puisqu'il s'agit de déterminer le déterminant d'une matrice de taille nn de la façon suivante. Donc on considère la matrice grand A, que je reproduis ici, avec des coefficients nuls de part et d'autre de la diagonale ici. Et je peux traiter ça comme finalement un déterminant de taille n, ou d'ordre n. Et la bonne stratégie pour aller chercher ce déterminant-là, c'est de chercher à obtenir une relation de récurrence sur les déterminants successifs en développant suivant une ligne ou une colonne. Par exemple, si on décide de développer suivant la dernière colonne, on va obtenir, par exemple ici, je développe, donc je vais obtenir 1 fois le mineur associé, c'est-à-dire 1 fois moins 1 puissance sa place. Ici, on va obtenir 1 fois moins 1 puissance, on est en taille nn, donc 2n, fois le mineur associé, le déterminant obtenu lorsque j'enlève simplement cette dernière colonne et cette dernière ligne. Seulement ça, ce n'est rien d'autre que dn-1. Plus, en remontant cette colonne-là, il va me rester ici 1, ici, multiplié par moins 1 puissance sa place, on est sur la première ligne, énième colonne, donc n plus 1, fois le déterminant obtenu. Alors attention, c'est un peu difficile ici à obtenir, c'est-à-dire que je vais supprimer cette colonne-là, supprimer cette ligne-là. Autrement dit, pour réécrire la sous-matrice obtenue, ou le sous-déterminant obtenu de taille n-1, il s'agit de recopier la deuxième ligne. Donc je vous rappelle qu'on avait une matrice grand A constituée de 1 ici. Et cette deuxième ligne, c'est quoi? C'est un 1 ici sur la première colonne, un 1 à cause de la diagonale et des 0 partout ailleurs. Donc je vais avoir 1, 1 et des 0 partout ailleurs. Ensuite, je vais avoir mon 1, 0, 1 et des 0 partout ailleurs. Et ainsi de suite. Jusqu'à obtenir la dernière ligne, c'est un 1
et des zéros partout ailleurs. Petite remarque, si je vais chercher l'avant-dernière ligne, j'ai un 1, des zéros, un 1 ici, et encore un 0 sur, c'est peut-être moins clair, donc je vais avoir ceci, et donc comme je supprime cette colonne-là, le dernier coefficient est un 1. Ceci est un déterminant de taille n-1. Alors malheureusement, la relation de récurrence n'est pas simple. J'obtiens bien dn en fonction dn-1, mais il me reste un déterminant ici un peu délicat à obtenir. Si on développe à nouveau ce déterminant, vous allez voir qu'on va obtenir, c'est-à-dire qu'en notant dn ce déterminant, on obtient dn est égal à dn-1, le tout, dn-1 décidément, le tout plus moins 1 puissance n plus 1, et là habilement, je vais simplement développer par rapport à la dernière ligne, puisqu'elle est constituée que d'un 1 ici et des 0 partout ailleurs. Donc je vais avoir ici, en développant par rapport à la dernière ligne, simplement, encore une fois, 1, le tout multiplié par moins 1 puissance sa place. Alors attention, on en n moins unième ligne et première colonne, fois moins 1 puissance n, le tout fois le déterminant obtenu, et ici vous allez obtenir, alors je l'ai mal écrit ici, mais une matrice triangulaire constituée que de 1. Autrement dit, vous obtenez la relation de récurrence suivante, dn moins dn moins 1, quand je repasse ici, est égal, quand je fais le tri ici, moins 1 puissance 2n plus 1 fois 1, j'obtiens moins 1. Vous obtenez ici une différence entre deux termes consécutifs qui est constant, et bien en sommant bêtement ces égalités-là, si je l'écris dk moins 1 égale à moins 1, et en sommant ces égalités-là pour k allant de 2 à n, vous allez obtenir la relation de récurrence suivante, et donc une forme explicite de dn, à savoir par télescopage, dn moins d1 est égal à moins n moins 2, quand je somme k pour k allant de 2 à moins n moins 1, à moins n moins 2, pardon, quand on va sommer k pour k allant de 2 à n, pardonnez-moi. Ce qui veut dire quoi? Si on regarde D1, le cas initial d'une matrice 1, 1, eh bien D1 étant égal à 1, je vais obtenir le déterminant de A pour une matrice de taille n que j'avais noté Dn, qui est égal à moins n moins 2, le tout plus 1, on obtient donc moins n plus 2 plus 1, qui est égal ici à moins n plus 3. Petite erreur, quand j'ai sommé pour k allant de 2, je connaissais le résultat par cœur, pardon. Petite erreur, quand on a sommé pour k allant de 2 à n, on avait bien n-1 terme et pas n-2 terme. Autrement dit, on obtient ici moins n plus 1 et encore le 1 de l'autre côté, on obtient moins n plus 2. Pardon. Autant vous donner le bon résultat si vous faites le calcul derrière. Autrement dit, on obtient la trace de a qui est égale à n, le déterminant de a qui est égal ici à moins n plus 2. Dernière question, c'est la question petit b. On nous demande alors d'en déduire si A est diagonalisable. À ce stade, rappelez-vous, on n'a pas remarqué que A était symétrique à coefficient réel. Autrement dit, pour justifier que A est diagonalisable, il s'agit de revenir à un des théorèmes du cours, et donc une condition nécessaire et suffisante de réduction relativement au sous-espace propre. À ce stade, la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 1 est égale à n-2. Il me restait deux valeurs propres à identifier. Seulement, si je réinvestis les propriétés sur la trace et le déterminant, je vous rappelle que la trace de A est égal à n et le déterminant de A est égal ici à moins n plus 2, ce qui équivaut à dire qu'on va obtenir des relations en lambda et mu. La trace de A, c'est la somme des valeurs propres comptées avec leur ordre de multiplicité. Ça veut dire que comme il me reste lambda plus mu, les deux valeurs propres que j'avais introduites ici pour les déterminer, plus 1 compté ici, L, n moins 2 fois, doit être égal à moins n plus 2. Autrement dit, ça c'était pour la trace, c'était n. Hop. Voilà. Autrement dit, j'obtiens simplement lambda plus mu qui est égal à 2, une première relation lambda et mu. De la même façon, le déterminant de A peut être vu aussi comme le produit des valeurs propres affectées en puissance de leur multiplicité. Donc on peut obtenir que lambda fois mu fois 1 puissance n-2 va être égal à moins n plus 2. Autrement dit, on obtient ce système-là, à savoir un système de deux équations non linéaires, puisqu'on obtient la somme des deux dernières inconnues, qui est égal, on a dit, à 2, et le produit lambda mu, qui est égal à moins n plus 2. Seulement, il s'agit là encore d'un réflexe que vous avez dû adopter déjà l'année dernière. Si on vous donne deux inconnus dont vous connaissez le produit et la somme, eh bien, rappelez-vous, lambda et mu ne sont rien d'autre que les solutions d'un trinôme du second degré de la forme x carré moins sx plus p, où s et p désignent la somme et le produit
de ces racines. Autrement dit, ça veut dire que lambda et mu sont racines du trinôme suivant, x carré moins 2x, le tout plus p moins n plus 2 est égal à 0. Si vous déterminez le discriminant de ce trinôme du second degré, on obtient delta qui est égal à 4 moins 4 facteur de moins n plus 2. Si je développe, j'obtiens donc 4n moins 8, 4n moins 4. Je vous rappelle que dans l'énoncé, n est supérieur ou égal à 3 ici, pour définir la relation de récurrence. Autrement dit, celui-ci est strictement positif. On en déduit que lambda et mu, ce sont deux racines distinctes ici, qu'on peut aller chercher. Par exemple, lambda peut être vu comme, pardonnez-moi, lambda peut être vu comme 2 moins racine de 4n moins 4, le tout sur 2. Et mu peut être défini comme ici, 2 plus racine de 4n moins 4, le tout sur 2. Autrement dit, j'en déduis que l'ordre de multiplicité de 1, si on faisait les naïfs, est bien égal à n-2 qui coïncide avec la dimension du sous-espace propre. J'en déduis qu'également, on obtient deux autres valeurs propres distinctes, lambda et mu, eh bien, qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir pour propriété que la multiplicité est égale à 1 et qui donc coïncide ici avec la dimension du sous-espace propre. D'après la condition nécessaire et suffisante qu'on a évoquée, on en déduit que A est diagonalisable, même si c'était évident dès le départ. 6, on nous demande de vérifier ou de déterminer la diagonalisabilité d'une matrice par bloc. C'est un exercice très classique, c'est-à-dire de trouver une condition nécessaire et suffisante pour les sous-blocs ou les blocs de la matrice pour que la matrice elle-même construite par bloc soit diagonalisable. Dans ce premier exercice, on a donc ici grand B qui est défini comme une matrice de bloc nul, puis une matrice de bloc nul ici, une matrice grand A et grand A pour les deux blocs antidiagonaux. Autrement dit, la matrice n'est pas diagonale, mais antidiagonale. L'enjeu, c'est donc de retourner le problème et de ramener ceci à une matrice diagonale. En ce qui nous concerne, on vous donne d'abord P, une matrice constituée des blocs suivants, IN ici, IN ici, IN ici et moins IN. Et on me demande de justifier, je vérifie juste dans l'énoncé, de justifier si cette matrice-là est inversible. Alors, plusieurs façons de procéder. On peut opérer par ligne et colonne pour tenter de déterminer le déterminant après des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes, puisque le déterminant d'une matrice par bloc comme ça, c'est pas simplement det de A fois det de B moins det de C moins det fois det de D. Ça marche pas. Donc, l'idée, c'est peut-être de calculer le déterminant, de se ramener une matrice triangulaire. Seulement, il y a plus habile. Les opérations par bloc marchent assez bien à condition que les dimensions et les tailles des blocs coïncident sur les opérations que vous êtes en train de mener. Autrement dit, si je m'inspire d'une matrice 2,2 classique, c'est-à-dire d'une matrice de la forme 1, ici, 1, 1, moins 1, eh bien, il est facile d'obtenir l'inverse. Rappelez-vous, c'est 1 sur det de la matrice. On échange le rôle de A et D ici, et on prend l'opposé de moins C et moins B. Autrement dit, on peut proposer l'inverse. Eh bien, ici, je vais m'inspirer. On a directement par calcul, je vais m'inspirer d'une matrice de 2 pour lui proposer un inverse. Autrement dit, si je fais le calcul ici, IN, moins IN par bloc, avec la matrice moins IN, ici on a dit, j'échangeais les rôles ici, IN et pardon ici moins IN, je vais obtenir par opération par bloc un calcul assez simple. Les dimensions coïncident, j'obtiens en faisant le produit ligne-colonne, je vais obtenir moins 2IN ici, ligne-colonne, je vais obtenir la matrice nulle ici, je vais obtenir ici la matrice nulle encore une fois, et je vérifie mes calculs, j'obtiens ici moins 2IN. Autrement dit, en factorisant par moins 2, je récupère moins 2 fois la matrice identité de taille 2n. Autrement dit, par opération par bloc, je peux en déduire que ma matrice P fois la matrice que je vais exposer ici est égale à moins 2 fois la matrice identité. Autrement dit, on déduit que ma matrice P est inversible à droite et d'inverse, moins 1,5 fois celle-ci, en ajoutant le terme correctif ici. Autrement dit, on en déduit donc que P est inversible, et P, donc P est inversible, c'est une matrice appartenant à GL2N de R, et P-1 est égal, en ajoutant le terme correctif, à moins IN ici, une matrice dite ou construite par bloc. De plus, on me demande alors de justifier que B est semblable à une matrice B' qui, elle, est diagonale. Et bien de plus, si on fait encore un calcul par bloc, tout bêtement, P
B, P-1 et l'exercice m'a demandé d'aller chercher cette relation-là. J'obtiens alors un produit de 3 matrices par bloc ici et on obtient directement B', c'est-à-dire la matrice A de part et d'autre et la matrice nulle ici. Cet exercice nous invite donc à travailler sur la relation entre B et B'. Eh bien, la relation de diagonalisabilité, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, la relation de similitude est utile pour la diagonalisabilité. Pourquoi? Parce que si B est diagonalisable, eh bien B' va l'être. Si B' est diagonalisable, B va l'être. Tout simplement parce que si B' est diagonalisable, je peux l'avoir, elle, semblable à une matrice diagonale. Mais comme B était semblable à B', B sera semblable à cette matrice diagonale. La relation de similitude est une relation d'équivalence, donc on récupère cette transitivité, et aussi réciproquement. D'accord? Autrement dit, dans cette deuxième question, si on me demande alors de justifier que B est diagonalisable si et seulement si le sous-bloc ou le bloc à l'intérieur grand A est diagonalisable, eh bien ça revient à aller chercher un problème sous-jacent, à savoir que B' est diagonalisable si et seulement si A est diagonalisable. Donc on va travailler ici par double implication, donc par double implication, pardon, j'essaie d'aller assez vite pour vous, c'est-à-dire que dans un premier temps, supposons ici dans le sens direct, donc supposons que A est diagonalisable. Donc si A est diagonalisable, alors dans ce cas-là, la matrice B' que je voyais comme A, la matrice nulle ici, la matrice nulle et grand A, je peux la voir en considérant A comme étant égal à P dP-1 avec P, une matrice inversible de taille n. J'obtiens alors les blocs de cette façon, c'est-à-dire P dP-1 et des matrices nulles ici. Eh bien, pour justifier que B' est diagonalisable et donc en déduire que B est diagonalisable dans ce sens-là, eh bien, on va aller chercher une astuce que nous avons déjà vue, c'est-à-dire casser cette matrice par bloc pour la voir comme un produit de matrice par bloc. Autrement dit, en faisant attention aux dimensions, je vais pouvoir dire que ma matrice par bloc n'est rien d'autre que le produit de ces 3 matrices par bloc, c'est-à-dire ici, je vais avoir 0n, 0n et également P, 0n, 0n ici et P-1. Alors, je constate que j'ai fait un petit oubli. C'est que comme je n'ai pas mes notes sous les yeux, je crois que dans le calcul, B' était donné par la matrice diagonale grand A et moins A. Ce qui ne va rien changer pour nous, c'est-à-dire que je vais corriger ici, obtenir moins D. J'obtiens alors ce trio de matrices par bloc avec au centre une matrice malgré tout diagonale, même si j'ai rajouté un signe moins ici, et 2 matrices de part et d'autre inversibles de taille 2n. Tout simplement, B' peut être donc vu semblable à cette matrice diagonale. On en déduit que si A est diagonalisable, alors B', elle, est diagonalisable, et si B' est diagonalisable, par transitivité de la relation de similitude, j'en déduis que B est aussi diagonalisable. Est-ce que ça va pour vous? Je continue. Dans le sens réciproque, si on suppose cette fois-ci que la matrice B est diagonalisable, donc si on suppose que la matrice B est diagonalisable, alors directement j'en déduis que B' est diagonalisable. Est diagonalisable. Autrement dit, attention, B', ce n'est rien d'autre que la matrice dite par bloc A, la matrice nulle et moins A. Seulement, si je dis que B' est diagonalisable, je ne peux pas aller chercher cette fois-ci B' comme une matrice inversible fois une grosse matrice diagonale fois une matrice inversible. C'est pas si simple, cette fois-ci, de casser des matrices inversibles que je n'ai pas de façon explicite. Autrement dit, il va falloir raisonner autrement. C'est-à-dire que ici, B' étant diagonalisable, on peut en déduire, par exemple, qu'elle annule un polynôme scindé à racine simple, son polynôme minimal. C'est-à-dire que ainsi, B' annule un polynôme scindé à racine simple, que je vais noter P, scindé à racine simple, de sorte ici que P de B' est égal à 0. Quel est l'intérêt? Eh bien, B', je vous rappelle qu'on l'a construit comme une matrice diagonale par bloc, c'est-à-dire que si je décris
explicitement l'expression de P, on va obtenir ici que la somme des AK B' puissance K pour K allant de 0 à, je sais pas, à D est égale à 0. Seulement, je vous rappelle que B' étant diagonale par bloc, les mêmes opérations qu'on est capable d'appliquer à une matrice diagonale peuvent s'appliquer à une matrice diagonale par bloc. Et j'obtiens alors l'équivalent suivant, ou plutôt le résultat suivant, la somme de K égale 0 à D des AK B' puissance K, c'est-à-dire que par opération sur les matrices par bloc, j'obtiens ici A puissance K, et j'obtiens ici moins 1 à la puissance K, le tout A puissance K, et la matrice nulle de part et d'autre est égale à 0. Pourquoi faire ça? Eh bien, si on va un peu plus loin, par opération sur les matrices par bloc, j'en déduis que P de B' est égal à 0, c'est-à-dire, et ainsi, si P de B' est égal à 0, ça équivaut aussi à dire que P de A, par opération par bloc, ici, 0, 0, la matrice nulle, P de moins A, ici, est égal à 0. C'est-à-dire qu'en particulier, cette matrice par bloc me permet d'en déduire que ce bloc-là est nécessairement nul, ce qui veut donc dire que A annule le polynôme P, qui lui pouvait être pris comme le polynôme minimal de B', qui est scindé à racine simple. Autrement dit, A annulant un polynôme scindé à racine simple, A est diagonalisable. On récupère ainsi l'autre sens. Chez nous, c'était le sens réciproque. Finalement, la matrice B est diagonalisable si et seulement si le bloc grand A est diagonalisable. Exercice classique, il y en a toute une multitude, il faudra s'habituer à travailler ainsi. Il y a toujours un sens qui va bien et dans l'autre sens, c'est un peu plus astucieux. Dans ce quatrième exercice, on considère deux matrices, grand A et B, appartenant à Mn de C, et on impose la condition suivante, à savoir que le spectre de A et le spectre de B sont disjoints. Autrement dit, il n'y a pas de valeur propre commune. Dans une première question, on nous demande alors de justifier que qui A de B est inversible, c'est-à-dire le polynôme caractéristique évalué en la matrice grand B est elle-même une matrice inversible. Attention, hein, j'insiste, un polynôme de matrice est encore une matrice. Et il faut juger que cette matrice est inversible. Donc si on voit A comme étant une matrice appartenant à Mn de C, en particulier A est trigonalisable, et donc on peut écrire qu'il existe P appartenant à GLN de C, de sorte que A soit égal à P, T, P-1 avec T, une matrice triangulaire dont les coefficients diagonaux ne sont rien d'autre que les valeurs propres associées à grand A. C'est-à-dire que je peux considérer T comme étant la matrice triangulaire de la manière suivante. Hop, je mets des petites étoiles, des zéros en dessous, lambda 1, lambda n. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'on en déduit directement que qui a de lambda, ou alors qui a de x, si vous voulez, va être égal au polynôme caractéristique également de la matrice triangulaire par invariance de similitude. On récupère directement que c'est le produit des x moins lambda i ici pour i allant de 1 à n. Ainsi, le qui a de b n'est rien d'autre, en spécifiant grand X à valeur b, comme le produit pour i allant de 1 à n des b moins lambda i fois l'identité. Seulement pour justifier que qui a de b est encore une matrice inversible, on va aller chercher son déterminant. C'est-à-dire que le déterminant de qui a de b, et donc le déterminant de qui a de b, c'est le déterminant de ce produit de matrices. Mais la multiplicativité du déterminant nous permet alors de dire que le déterminant du produit n'est rien d'autre que le produit pour i allant de 1 à n des déterminants b moins lambda i fois in. Or, si vous regardez bien cette expression, det de b moins lambda i fois in, c'est presque l'expression du polynôme caractéristique associé à b. C'est-à-dire que le déterminant de b moins lambda i fois in à i fixé entre 1 et n, ce n'est rien d'autre que, alors je vais factoriser par moins 1 dans la parenthèse, rappelez-vous, le déterminant étant n linéaire, j'ai une constante qui va sortir à la puissance n. On va obtenir donc moins 1 puissance n fois le déterminant de lambda in moins b, de sorte que je récupère moins 1 puissance n fois le polynôme caractéristique qui b, évalué ici en la valeur propre lambda i. Alors pourquoi faire ça?
Eh bien, je vous rappelle que lambda i étaient les valeurs propres de la matrice grand A initiale. Or, on a supposé pour première condition que les spectres étaient disjoints, c'est-à-dire que les valeurs propres de A ne peuvent pas annuler le polynôme caractéristique de la matrice B. Ce qui signifie que ceci est toujours différent de 0. Ainsi, le produit de coefficients non nuls sera non nul, de sorte que le déterminant de qui a B ici est non nul, ce qui assure l'inversibilité de qui a B. Et achève cette première question. Dans un deuxième temps, on me demande alors de justifier une équivalence. Si on considère x appartenant à Mn de C, on me demande de justifier que ax moins xb est égal à 0 si et seulement si x est nul. Encore une fois, on peut travailler par double implication et le sens réciproque est immédiat. Si x désigne la matrice nulle, nécessairement ax moins xb est nul. Allons donc chercher, si ça est évident, le seul sens direct, c'est-à-dire que supposons ici que pour x fixé, on est bien ax moins xb qui est égal à 0, c'est-à-dire que ax est égal à xb. Alors pour aller plus loin, ici on va essayer de réutiliser la première question et réinvestir le qui a de b, c'est-à-dire cette expression polynomiale en b. Le fait d'avoir ax égale à xb, vous devez le lire que le produit à gauche par grand A devient un produit à droite par b. C'est-à-dire que par une récurrence immédiate, on peut alors justifier que pour tout k appartenant à n, le a puissance kx va être égal à x fois b puissance k. C'est-à-dire que si je considère qui a comme une expression polynomiale de la forme, donc si de plus, ici je considère qui a de grand X comme une expression de la forme sigma des ak x puissance k pour k allant de 0 à n, eh bien en multipliant par ak mon égalité, et en sommant les égalités pour k allant de 0 à n, je peux récupérer, regardez bien, la somme des ak grand A puissance k x va être égale à x fois la somme des ak fois b puissance k. C'est-à-dire que en exploitant cette égalité-là, je peux récupérer que qui a de a, le tout fois x, va être égal à x fois le qui a de b. Pourquoi faire ça? Eh bien, on récupère le qui a de b attendu ici. Seulement à gauche, vous avez qui a de a. Or, d'après le théorème de Cayley-Hamilton, eh bien, le polynôme caractéristique est annulateur en la matrice grand A ici. C'est-à-dire qu'ici, on obtient le 0 de l'espace des matrices. Autrement dit, on en déduit ici, grâce à Cayley-Hamilton, que 0 est égal au produit x fois qui a de b. Attention, le produit de ces deux matrices est nul, mais on n'a pas intégrité dans cet espace de matrice. Ce qui veut donc dire qu'on va devoir réinvestir une autre propriété, qui a de b étant inversible, en multipliant à droite toute l'égalité par qui a de b moins 1, on va obtenir alors directement que x est nul, ce qui nous donne alors le sens direct. Enfin, dernière question de cet exercice, on me demande alors de justifier que pour toute matrice grand M quelconque donnée, j'ai une unique matrice grand X telle que ax moins xb est égal à M. Eh bien, pour cette dernière question, je vous propose de considérer phi, l'application suivante, qui a x appartenant à Mn de R, associe l'expression ax moins xb. Évidemment, pour tout x appartenant à Mn de R ou Mn de C dans notre exercice, ici, que je respecte les données de l'exercice, pour toute matrice grand X, si on travaille sur ax moins xb, on va garder encore une fois ici une matrice à coefficient complexe de taille nn. Autrement dit, phi est une application de Mn de C à valeur dans Mn de C. En considérant x1, x2 et lambda un scalaire, on peut vérifier que phi de lambda x1 plus x2, c'est la combinaison des images. Autrement dit, phi est directement ici une application linéaire de Mn de C dans Mn de C. C'est donc un endomorphisme. De plus, on a démontré la chose suivante, à savoir que x appartient au noyau de phi si et seulement si ax moins xb est égal à 0, ce qui équivaut d'après la première question à x nul. C'est-à-dire que le noyau est réduit au vecteur nul et ainsi phi est injective. Or, il s'agit d'un endomorphisme.
en dimension finie, c'est-à-dire que la dimension de l'espace de départ coïncide avec la dimension de l'espace d'arrivée et est finie. Cette injectivité nous permet d'assurer, d'après une caractérisation des isomorphismes en dimension finie, que phi est elle-même bijective. Et ainsi, phi est un isomorphisme, phi est bijective. Tout ça pourquoi? Tout ça pour dire que pour toute matrice grand M appartenant à Mn de C, vue comme élément de l'espace d'arrivée, il existe bien un unique X antécédent appartenant à Mn de C, tel que phi de X, l'antécédent, est égal à grand M, ce qui veut bien dire que pour toute matrice grand M, j'ai bien l'unique matrice grand X, de sorte que M peut être vu comme AX moins XB. Fin de ce quatrième exercice. Dans ce dernier exercice, on cherche à caractériser la nilpotence d'une matrice à l'aide des traces des puissances de A successives. Autrement dit, on nous demande de justifier que A est nilpotente si et seulement si pour tout cas appartenant aux entiers de 0 à n, pour tout cas appartenant aux entiers de 1 à n, la trace de A puissance k est nulle. Eh bien, je vous propose de raisonner ici par double implication, le sens direct étant immédiat. En effet, si on suppose que A est une matrice nilpotente, alors nécessairement A peut être vu comme une matrice trigonalisable avec pour seule valeur propre la valeur nulle. Autrement dit, il existe, pardonnez-moi, une matrice P de sorte appartenant à Gln de C, ici, de sorte que A peut être vu comme PT P-1 avec T, une matrice diagonale, triangulaire, de valeur propre nulle sur la diagonale et des zéros ici en dessous. En particulier, si je m'intéresse pour tout cas appartenant aux entiers 1, n, pour ma matrice grand A de taille nn, je peux alors obtenir A puissance k comme étant égal à PTP-1 la puissance k. Par associativité du produit matriciel, les P et P-1 vont simplifier, ou alors par récurrence, on peut récupérer que A puissance k, c'est P, T puissance k, P-1. Seulement, les opérations sur les matrices triangulaires nous permettent d'affirmer qu'on va obtenir P fois 0 puissance k, toujours mes coefficients nuls ici, et ici, d'autres coefficients obtenus par opération, donc sur les matrices triangulaires supérieures. Néanmoins, la trace étant un invariant de similitude, on récupère ici que la trace de A puissance k, c'est donc la trace de T ici à la puissance k, c'est donc égal à la somme de ces valeurs nulles, c'est 0. Le sens direct est donc immédiat. Dans le sens réciproque, on va donc supposer ici que toutes les traces successives de A puissance k sont nulles, et il faut en déduire que A est nilpotente. Seulement, il est difficile pour un rang fixé d'obtenir ce résultat-là. Alors, on l'a déjà fait dans l'année, on avait travaillé à l'aide finalement d'un déterminant de Van der Monde pour justifier la nilpotence de grand A. Ici, l'exercice nous demande de travailler autrement et travailler par récurrence sur la taille de la matrice grand A. Autrement dit, on va procéder par récurrence sur n, la taille de la matrice grand A considérée appartenant à n étoiles. Alors évidemment, pour n égale 1, c'est-à-dire si je considère une matrice grand A de taille 1,1. Autrement dit, A peut être identifié au seul réel ici, A11 pour garder des notations matricielles. Mais dans ce cas, bêtement, si on suppose que trace de A est nulle, eh bien j'en déduis que A11 est nul et donc que la matrice grand A est nulle. Autrement dit, c'est immédiat. Allons alors chercher l'hérédité. Je vais prendre n, soit n ici appartenant à n étoiles, et on va supposer que le résultat est vrai pour toute matrice de taille n. Autrement dit, pour l'hérédité, je vais supposer que c'est vrai pour toute matrice de taille n. Donc supposons le résultat vrai au rang n, et je vais me placer dans la situation rang n plus 1. Le résultat vrai, au rang n. Et considérons donc une matrice, je vais me placer dans les conditions suivantes. Grand A que je vois comme une matrice de taille n plus 1 à coefficient complexe, tel que ici, alors je crois qu'elle est à coefficient réel, j'ai plus la consigne en tête, je commence à fatiguer un peu, tel que, pardonnez-moi, tel que, donc on impose trace de A nulle, trace de A carré nulle, jusqu'à obtenir la trace de A à la puissance n plus 1 nulle. L'objectif étant toujours de justifier que A est nilpotente ici. En particulier, si je regarde le polynôme caractéristique associé à grand A,
je peux le voir comme une expression polynomiale, comme la somme des AK x puissance k pour k allant de 0 à n plus 1, puisqu'il est de degré n ici. Alors pourquoi parler du polynôme caractéristique? Parce qu'en composant par la trace ici, par opération sur la trace, pardon, je vais aller chercher, je commence à fatiguer, je vais aller chercher le qui a de a qui est nul, puis je vais composer par la trace pour obtenir une combinaison en ces coefficients que j'ai supposés nuls. L'objectif pour moi, c'est travaillant sur une matrice grand A de taille n plus 1, n plus 1, de justifier que 0 est valeur propre pour essayer d'avoir une matrice semblable à grand A et constituée d'une colonne nulle avec un sous-bloc de taille n sur lequel je vais pouvoir faire tourner ma récurrence. Alors c'est un exercice difficile, on ne l'a pas beaucoup fait pendant l'année, mais lorsqu'on travaille par récurrence sur la taille des matrices, il est pratique de sortir un vecteur propre pour se débarrasser d'une colonne et d'aller chercher un sous-bloc associé stable. Alors malheureusement, c'est difficile de parler de sous-espace stable associé parce que je n'ai pas introduit d'endomorphisme canoniquement associé à grand A. On pourrait le faire, mais il est plus facile de travailler juste généralement en essayant de proposer un vecteur propre et dire qu'on dans ce cas-là, on est semblable à. Je ne travaille que matriciellement ici. Autrement dit, je reviens sur mon polynôme caractéristique en la matrice grand A, vu sous cette forme explicite. Avec le théorème de Cayley-Hamilton, on en déduit que qui a de A est égal à 0, c'est-à-dire que finalement, j'obtiens la relation suivante, à savoir que la somme de k égale 0 à n plus 1 des AK grand A à la puissance k est nulle. En composant alors par la trace et par linéarité de la trace, j'obtiens ici la relation suivante, à savoir que la somme de k égale 0 est ainsi, en composant par la trace, que la somme de k égale 0 à n plus 1 des AK trace de a puissance k est nulle. Mais rappelez-vous, dans les conditions de mon hérédité, toutes les traces de a puissance k sont nulles, ce qui équivaut à dire que toutes ces puissances sont nulles, attention, pour k allant de 1 à n plus 1. Ce qui équivaut à dire que dans cette expression ici, dans cette combinaison-là nulle, il me reste simplement le terme constant ici a0 fois trace de a puissance 0, qui par convention c'est l'identité, a0 fois n plus 1 ici, est égal à 0, c'est-à-dire que A0 est nul. Autrement dit, le coefficient constant du polynôme caractéristique de la matrice grand A est nul ici. Ça veut dire que le polynôme caractéristique, s'il ne possède pas de coefficient constant, eh bien, peut être factorisé par grand X et admettre 0 pour racine. Ce qui veut dire qu'on en déduit ici, on en déduit que 0 est valeur propre de grand A. Autrement dit, je peux exprimer un vecteur propre associé à leur propre 0 et le compléter par des vecteurs quelconques indépendants pour avoir une base. Si je travaille avec l'endomorphisme canoniquement associé, on peut alors noter un vecteur propre associé à 0, E1, et compléter avec E2 jusqu'à En plus 1, une base de R puissance N plus 1 ou C puissance N plus 1 si on travaille avec A dans Mn de C. Ou alors matriciellement, si on travaille avec les matrices colonnes de Mn plus 1, 1 de C, obtenir un vecteur x1, vecteur propre associé à leur propre 0, et compléter avec des vecteurs grand x2 jusqu'à grand xn plus 1. De sorte que grand A peut être vu est semblable à la matrice suivante, c'est-à-dire que A, je vais aller plus vite, va être semblable à la matrice triangulaire suivante, suivante, c'est-à-dire 0, puisque 0 est valeur propre sur la première colonne, et ici, les images des vecteurs que j'ai introduits par complétion sur le premier vecteur propre associé à 0 ici. Autrement dit, je vais obtenir une matrice avec des coefficients ici que je ne sais pas exprimer, des coefficients ici que je ne sais pas exprimer, puisque l'image de ce vecteur-là par A, la matrice ou l'endomorphisme canoniquement associé, je ne sais pas si ce sous-espace va être stable par l'application donnée. Autrement dit, je vais obtenir des coefficients ici. Seulement ce sous-bloc-là, je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler grand B, un bloc de taille NN. Alors pourquoi faire ça? Eh bien, puisque j'ai justifié que A était semblable à cette matrice ici, c'est-à-dire une matrice par bloc avec un grand B ici, eh bien, je peux réexploiter alors la condition sur les traces de A puissance K. Pourquoi? Par similitude, les traces de A puissance K, ce n'est rien d'autre que les traces de cette matrice par bloc à la puissance K.
Autrement dit, on peut en déduire naïvement, et encore une fois par opération sur les matrices par bloc, que donc si par hypothèse, pour tout k appartenant à un n, la trace de a puissance k est nulle, eh bien ça entraîne nécessairement que la trace de ceci à la puissance k est nulle pour tout k. Alors pardon, on était pour tout k appartenant à 1 n plus 1 ici. Ça entraîne donc naturellement que la trace de tout ça à la puissance k est nulle pour k allant de 1 à n plus 1, et par opération sur les matrices par bloc, on récupère que les traces de b puissance k sont nulles. C'est-à-dire que les traces de b puissance k ici sont nulles pour tout k en particulier appartenant ici aux entiers 1 à n. D'accord? En extrayant les conditions que je cherche, j'obtiens ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grand B est une matrice de taille nn satisfaisant aux conditions de trace nulles sur les puissances successives. D'après l'hypothèse de récurrence, on peut en déduire que finalement, ainsi, B est nilpotente. Oui, le sous-bloc nn est une matrice nilpotente. Il existe donc un entier grand N tel que B puissance n est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, si j'applique ici la puissance grand N à ma matrice grand A, je vais avoir grand A à la puissance n qui va être égal à P fois 0, mes petites étoiles, ma matrice ligne ici, mon bloc grand B, ici ma colonne nulle, à la puissance P-1, le tout puissance n va être ici, je vais encore pouvoir calculer A puissance n qui va me donner tout ça puissance n par associativité. Je vais récupérer ici, finalement, P fois 0. Alors attention, ces coefficients-là, je ne peux pas aller les chercher puisque je n'ai pas les coefficients explicitement, mais je vais encore obtenir des coefficients pas forcément triviaux, B puissance n, donc là j'ai toujours 0, fois P-1 par opération sur les puissances d'une matrice construite ici, triangulaire par bloc. Seulement B puissance n étant nulle, puisque la matrice B est nilpotente, je récupère ici une matrice nulle de taille n. Vous allez me dire, mais alors A n'est pas nilpotente? Eh bien, étant donné qu'on a une matrice quasiment constituée de 0 partout, excepté sur la première ligne, eh bien, en calculant alors ici, finalement, A à la puissance n plus 1, et je vous invite à faire le calcul, c'est-à-dire qu'on prend ça, on prend la matrice A de tout à l'heure fois celle-ci, vous allez voir qu'on va récupérer ici les coefficients nuls en plus ici au rang d'après. Autrement dit, on va récupérer une matrice nulle de taille n plus 1 fois n plus 1. N plus 1. Autrement dit, ça assure l'hérédité, et donc par le principe de récurrence, on en déduit que si toutes ces traces des puissances successives sont nulles, on en déduit que la matrice grand A est elle-même nilpotente. Bien, ce qui achève ce dernier exercice, j'espère que chacun de ces exercices ont pu vous être utiles pour vous rappeler finalement quels sont les ressorts utiles à chaque fois dans ces exercices de réduction. Ce sont des exercices classiques avec des méthodes classiques qui, j'espère, vous serviront pour demain. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt.